Lorsqu'on déguste un grand vin, et lorsqu'on en est content, on parle souvent du terroir dont il est issu. Cette notion de terroir est parfois utilisée comme synonyme de localité, d'un endroit particulier. Le terroir, c'est bien plus que ça. Le terroir est la réunion du lieu, de l'endroit particulier bien sûr, issu de l'histoire géologique, mais aussi de l'histoire des hommes. C'est par leur travail patient, de génération en génération, que les vignerons de Puligny-Montrachet ont révélé les expressions de leur terroir. C'est cette histoire dont nous sommes les dépositaires au domaine Le Flève que nous avons souhaité partager avec vous. Le domaine Le Flève a la chance de posséder 4 parcelles différentes de ce grand cru. Ces 4 parcelles vont se situer sur la partie plutôt basse du versant, pas au pied du versant, mais à l'endroit où le versant va vraiment s'infléchir entre la partie haute et puis la partie plaine, avec une variation d'altitude relativement faible, de l'ordre de 250 mètres d'altitude. On varie, je crois, de 246 jusqu'à 254 mètres. Des pentes qui sont des pentes très douces, de l'ordre de 2-3%, qui sont des valeurs classiques pour les grands crus, une exposition cohérente avec tout le reste des expositions du secteur, donc un paysage assez normal, je dirais, pour un grand cru. On a voulu, avec ces 2 vases, montrer la grande diversité dans la nature du sous-sol et dans l'épaisseur du sol qu'on va rencontrer dans ce mouchoir de poche que sont les 4 parcelles de Battard-Montrachet. Une diversité dans les sous-sols, parce que quand on va être du côté ouest du Grand Cru, on va se retrouver avec des sous-sols qui sont constitués par des calcaires jurassiques, des calcaires qui se délitent en plaquettes, en petites dalles, en pierres qu'on peut lever. C'est les pierres qui ont été utilisées beaucoup pour les toits de lave, les toits traditionnels de la côte. Ce calcaire, on l'appelle le calcaire de l'Adois. Ce calcaire de l'Adois va s'altérer en dalles qui vont permettre aux racines d'aller explorer le sous-sol, qui vont permettre à l'eau de circuler et donc un sous-sol facile à explorer et facilement utilisable par la vigne. Ce calcaire, lorsqu'il va s'altérer dans cette partie du versant, va donner des sols qui vont être des sols d'une quarantaine à une cinquantaine de centimètres d'épaisseur, des sols qui vont contenir plein de petites pierres qui proviennent à la fois de l'altération du calcaire, mais également du colluvionnement, un sol calcaire qui va contenir du calcaire, et puis avec une dominante au niveau de la partie fine du sol, des petits grains qu'on va trouver dans le sol, d'une taille de grains qu'on appelle des argiles, donc un sol argilo-limoneux parce qu'il y a aussi des limons dedans. Ces calcaires de l'Adois, ça va représenter à peu près un tiers à un quart à l'ouest des parcelles du domaine. Les 3/4 du Grand Cru Battard-Montrachet du domaine Le Flève vont reposer sur un autre type de sous-sol qui va donner un autre type de sol. Cet autre type de sous-sol, ce sont des matériaux qui vont avoir été transportés par des rivières, par des cours d'eau, et notamment au débouché de cette grande vallée qui vient de Saint-Aubin, qui se situe juste au sud du Battard-Montrachet. On va avoir des circulations et des dépôts d'alluvions. Ces alluvions vont se caractériser par des galets calcaires qui ont été transportés par l'eau, donc roulés, un substrat meuble composé de galets calcaires, composé de gravier, composé de sable, de limon, donc de particules relativement fines, d'argile, de particules encore plus fines, facilement explorables par les racines de la vigne, un substrat relativement drainant aussi, et puis il va s'altérer dans une position plutôt de bas de versant pour donner des sols qui vont être un petit peu plus épais, 50-60 cm au lieu d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de centimètres pour les calcaires de l'Adois, et qui vont contenir, parce qu'ils sont plus bas sur le versant, parce qu'ils sont plus drainés, un petit peu moins de carbonate. Donc on va avoir des sols qui vont être un petit peu moins calcaires, donc des sols très drainants, favorables à la culture de la vigne, avec une épaisseur et une très très bonne réserve utile, parce qu'ils contiennent eux aussi une fraction fine d'argile et de limon très très importante. Une différence marquée avec le sous-sol qui s'individualise nettement dans la partie amont à l'ouest du Grand Cru, avec le sol relativement homogène qui se développe dessus, et puis dans la partie aval du Grand Cru,
Ces alluvions qui reposent évidemment sur la roche calcaire qui se retrouve enfouie quelques mètres dessous, 2, 3, 5, 10 mètres, qui vont s'altérer, et on voit très bien la transition entre le matériau parental non altéré ici, le sol dans la partie supérieure et cet horizon de transition où on voit une couleur intermédiaire entre la couleur des alluvions dessous, la couleur plus brune dessus et cette couleur intermédiaire juste au milieu. On va retrouver les sols relativement peu épais d'une quarantaine de centimètres sur les calcaires de l'Adoua et dans la partie ouest du Grand Cru. On va retrouver les sols qui se sont formés sur les dépôts alluviaux qui masquent ces calcaires dans la partie est du Grand Cru, avec une légère différence entre la partie sud et la partie nord. Des sols qui vont être un petit peu plus riches en calcaire dans la partie sud que dans la partie nord, mais qui vont être très proches et tous deux issus de l'altération de ces alluvions qui vont masquer les calcaires du Jurassique. Quand on marche dans les vignes, on va voir des morceaux de calcaire plus ou moins gros, plus ou moins arrondis. Ces calcaires qui en fait sont au contact des oxydes de fer dans le sol vont tous avoir une patine qui va être assez semblable. Au-dessus de ce calcaire, on a un tout petit banc qui fait entre 30 cm et 2 mètres d'épaisseur qui va être constitué d'un calcaire argileux assez particulier, un calcaire rose, beige rosé, avec des toutes petites billes qui sont des petites sphères formées d'oxyde de fer qui ressemblent à des œufs de poisson. Donc on a appelé cette pierre de l'oolite, et comme ces petites zoolites, ces petites billes sont riches en oxyde de fer, on a appelé cette formation de l'oolite ferrugineuse. Cette roche rouge qui s'altère facilement, qui est très riche en fossiles. Il y a de très nombreuses ammonites, de très nombreux fossiles de céphalopodes dedans, des cousins des nautiles qu'on peut trouver dedans. Et la partie supérieure du bâtard montrachet va reposer sur ces calcaires de l'Adoua et sur cette oolite ferrugineuse. On a des comportements de parcelles qui sont à peu près en deux groupes. On va considérer que cette parcelle de bâtard, celle-ci et celle-ci, ressuient à peu près à la même vitesse et se travaillent donc à peu près au même moment. Et cette parcelle-là et cette parcelle-là qui ont à peu près la même cinétique de ressuyage. La difficulté qu'on a en fait dans le secteur, c'est on commence un rang ici et on le termine en haut. C'est-à-dire que la parcelle ici n'est pas ressuyée quand celle-ci pourrait être déjà travaillée. Comment on évite au maximum en fait, de travailler des parcelles sur des terres non ressuyées? Quand on peut travailler cette partie de vigne, donc les bienvenus bâtards, souvent on est déjà trop sec et le sol s'est resserré et on éprouve des difficultés en fait, à labourer cette partie-là. Voilà, ces deux parcelles-ci se travailleraient en même temps, alors que les trois autres se travaillent un petit peu plus tôt. La parcelle de bâtard là, a été arrachée en 2017. Donc on a procédé à un arrachage pour éliminer un maximum de racines, parce qu'on avait quand même une présence de cournoiers bien forte. Depuis, on fait des cultures, des intercultures, on appelle ça. Donc c'est des engrais verts en fait qu'on installe et qu'on détruit et qu'on réinstalle et qu'on redétruit pour essayer de créer un socle de matière organique assez important pour que les racines qui n'ont pas été enlevées mécaniquement puissent se dégrader d'un point de vue biologique. Et pour remettre en route un système d'activité biologique qui a eu tendance un petit peu à disparaître avec les années lors de la culture précédente. Dans ce qui concerne le choix du porte-greffe, en fait, on est sur des sols qui ne sont pas très profonds, donc l'absence de pluviométrie en été risque d'être à un moment un petit peu un problème. Donc on risque de s'orienter sur des porte-greffes méridionaux qui ont une capacité à résister à la sécheresse qui est supérieure à ce qu'on a l'habitude d'utiliser en Bourgogne jusqu'à présent. On plante pour, on espère, 60 ans minimum, et un mauvais choix de porte-greffe, c'est finalement 30 ans, quoi. On arrive assez clairement à distinguer le bienvenu bâtard de la parcelle de bâtard qui est juste au-dessus, dans le sens où ces deux vins sont quand même vraiment différents. Le bienvenu bâtard, c'est quand même un vin qui est vraiment tout en énergie, en élégance et en énergie, alors que la parcelle de bâtard, juste au-dessus,
On voit vraiment cette différence avec un vin qui est beaucoup plus opulent, beaucoup plus large. Même quelquefois, on abuse en disant que c'est un vin qui est plus masculin, mais voilà, qui est plus sur la puissance. Après, dire qu'il y a vraiment une différence entre les 4 parcelles de Bâtard, là c'est beaucoup plus compliqué. Il y a l'effet matériel-végétal qui entre en ligne de compte. Et l'âge de plantation, je pense, influe beaucoup sur la qualité du vin, puisque là on est vraiment sur quelque chose de vieux. On a des vieux pieds de vigne sur un sol qui est de haut d'appellation pour le coup, hein, c'est la partie haute de l'appellation Bâtard. Donc effectivement, on a quelque chose qui est vraiment différent de cette parcelle-là. Voilà. Quelle est la vraie part de terroir par rapport à l'emprise de la viticulture.